tout d'abord ce qu'on avait traité lors des séances antérieures et donc en vous présentant donc ce qu'on allait exposer ou traiter aujourd'hui. Je vous rappelle s'il vous plaît que on est donc on avait dit que l'objectif du Code général de normalisation comptable au Maroc, c'est de présenter une analyse économique et financière fiable et pertinente de trois aspects. Donc le premier aspect, c'est la situation patrimoniale. Deuxième aspect, ce sont les résultats. Et troisième aspect, c'est la situation financière de l'entreprise. C'est bon? Donc, on avait démarré donc, tout d'abord par la situation patrimoniale, à savoir donc l'état de synthèse du bilan. C'est bon? Je vous rappelle grosso modo ce qu'on a vu dans le bilan. Donc, on avait dit que le bilan présente deux intérêts fondamentaux pour l'analyse financière. Il permet de donner une valeur parmi les valeurs de l'entreprise, qui est l'actif net comptable corrigé, donc qui est une valeur patrimoniale. Donc on peut comparer par la suite donc, avec les valeurs par les flux pour déterminer ce qu'on appelle le goodwill, et que le bilan aussi nous permettait, ou bien permettait à l'analyse financière, nous permettant en tant qu'analyse financière, d'apprécier les équilibres financiers fondamentaux de l'entreprise, à savoir sa solvabilité, sa liquidité, son autonomie financière et l'adéquation entre ses ressources et ses emplois. Puis par la suite, on est passé à l'analyse des résultats, dans lequel on a présenté et le CPC et le TFR. Donc on avait dit, si vous vous rappelez, que le CPC est un cumul de produits, des comptes de produits et de charges ayant caractérisé l'activité de l'entreprise pendant une durée de 12 mois appelée exercice comptable, que cette durée coïncide la plupart des cas avec l'année civile et que parfois, surtout dans les entreprises donc agricoles ou dans les entreprises qui interviennent dans l'enseignement, donc peut démarrer le 1 juillet et s'arrêter donc le 30 juin de l'année d'après. Donc puis par la suite, on avait dit qu'au CPC, donc tout d'abord avant donc, de présenter les contenus de ces deux documents, on avait dit s'il vous plaît que fallait faire des retraitements, comme on les a fait au niveau de la situation patrimoniale et sur lesquels on va revenir dans les séances prochaines. Et donc on avait opéré 6 retraitements, à savoir celui de la subvention d'investissement, des achats de sous-traitance, de la redevance leasing, du transport externe, du transport, je m'excuse, assuré par l'entreprise pour elle-même, du personnel externe et des impôts et des taxes. Et par la suite, on est allé vers le TFR. On avait dit que le TFR, c'est quoi? C'est une analyse d'exploitation. C'est-à-dire qu'il va nous détailler l'analyse d'exploitation. Il répondra à la question suivante: comment le résultat d'exploitation a été obtenu? Je vous rappelle que dans la mise en scène et la conception des états de synthèse, donc on avait dit que le Code général de normalisation comptable ou le normalisateur marocain avait retenu une démarche fondée sur 4 aspects, donc à savoir donc le flashback, c'est-à-dire un retour en arrière pour donner plus d'informations à certaines questions des utilisateurs des états de synthèse. Par la suite, donc, le passage de l'analyse macroscopique vers l'analyse microscopique, c'est-à-dire plus de détails pour certains éléments à chaque fois qu'on formule des questions.
Et bien évidemment, donc on passe de l'analyse statique vers l'analyse dynamique et que finalement, on va passer de l'analyse donc générique qui est présentée de manière donc verticale vers une analyse détaillée présentée donc de manière donc horizontale. C'est bon? Donc on avait terminé la dernière fois en présentant un calcul des soldes intermédiaires de gestion dans le tableau de formation du résultat, à savoir, s'il vous plaît, la marge brute. Par la suite, on a calculé le solde de la production. Puis par la suite, la consommation en provenance de l'extérieur, ce qu'on appelle la consommation intermédiaire. Puis on a calculé la valeur ajoutée, qui est égale à la marge brute plus la production moins la consommation intermédiaire. Puis on avait dégagé l'excédent brut d'exploitation, en partant bien évidemment de la valeur ajoutée, en ajoutant à la valeur ajoutée les subventions d'exploitation et en retranchant donc les impôts et les taxes et les charges de personnel. Et puis finalement, on s'est arrêté au niveau du dernier élément, le résultat d'exploitation, en ajoutant les autres produits d'exploitation et les reprises d'exploitation et en retranchant les autres charges d'exploitation et les dotations d'exploitation. Donc maintenant, cette séance sera réservée à l'interprétation de ces soldes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par la marge brute et ce qu'on veut dire par la production, comment on la calcule, donc comment il faut la retraiter, puisque là aussi on est en présence d'un indicateur qui est biaisé. Il faut rappeler qu'à ce stade, on va bien évidemment, qu'on a deux tableaux de formation du résultat. On a un tableau de formation du résultat comptable qui est présenté avec les états de synthèse et qu'on a un tableau de formation du résultat retraité que certains auteurs appellent solde intermédiaire de gestion. Et que nous, lorsqu'on va passer au calcul des ratios, on va utiliser le deuxième concept. Ça veut dire qu'on va utiliser le tableau de formation du résultat retraité. Donc tout d'abord, je démarre avec la notion de marge, la marge brute. On avait dit la dernière fois, si vous vous rappelez très bien, que la marge brute est spécifique aux activités industrielles, autrement, commerciales, les activités de négoce. C'est-à-dire qu'elle est calculée dans les entreprises commerciales, mais aussi dans les entreprises commerciales industrielles qui ont une branche de négoce. Comment on la calcule? La marge brute. Donc on va entrer dans les détails. La marge brute, c'est les ventes de marchandises moins les achats revendus de marchandises. Je vous rappelle comment on calcule chacun de ces éléments. C'est que le compte vente de marchandises, c'est un compte qu'on a déjà, s'il vous plaît, synthétisé avant l'élaboration. On a regroupé avant l'élaboration du CPC, parce que je vous rappelle que certaines écritures de regroupement sont nécessaires avant l'élaboration du CPC, lesquelles, s'il vous plaît, notamment, n'oubliez pas que tout au long de l'année, le comptable cherche le détail. Autrement dit, il va enregistrer soit dans des comptes, soit dans des comptes, dans des comptes divisionnaires, soit dans des sous-comptes. C'est bon? Et que par la suite, lorsqu'il veut établir les états de synthèse, il va les regrouper. Et comment il va les regrouper? Il va les regrouper sous forme de postes, c'est-à-dire sous forme de nomenclature comptable avec uniquement 3 codes. Je vous rappelle qu'avec un seul code, on a une classe. Avec 2 codes, on a une rubrique. Avec 3 codes, on a un poste. 4 éléments, un compte. Puis un sous-compte. Et puis un compte divisionnaire. C'est bon? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? C'est le regroupement de 2 postes, de 2 comptes, lesquels 7111, qui est les ventes de marchandises,
moins le 7119. Ça veut dire, s'il vous plaît, les rabais remises ristournes accordés sur marchandises. Je vous rappelle tout d'abord le principe de comptabilisation donc, des réductions commerciales, à savoir les rabais remises ristournes accordés. Lorsqu'ils sont accordés donc, sur facture, donc ils n'apparaissent pas en comptabilité, mais lorsqu'ils sont accordés donc, avec une facture d'avoir, ils sont comptabilisés donc, au débit du compte 7119. Je vous rappelle aussi que selon la technique de la partie double, les comptes de produits augmentent au crédit et diminuent au débit. Et donc, remarquez, le 9 en quatrième position au Maroc, dans la codification, ça signifie que c'est un compte soustractif. Qu'est-ce qu'on veut dire par un compte soustractif? C'est-à-dire ici, le 7119, c'est un produit en moins. En effet, les rabais remises ristournes accordés aux clients sont des ventes en moins. Ce sont des réductions qui vont diminuer les ventes. Donc, le compte vente de marchandises, donc, c'est le poste 711, donc, qui regroupe, ou donc, qui donne une synthèse des ventes de marchandises, moins les rabais qu'on a accordés à nos clients. Très bien. Par la suite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le poste 611, 711. Remarquez là aussi la symétrie des comptes. Ça veut dire que une activité est comptabilisée donc avec la même codification. 711 dans les produits et 611 avec les charges. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les achats consommés? On a tout d'abord le 6111, c'est-à-dire les achats de marchandises. Donc, bien évidemment, moins le 6119, les rabais, remises, ristournes, cette fois obtenus sur les marchandises, bien évidemment, moins la variation de stock. Donc, avec bien évidemment variation de stock qui est égale à 6114, qui est égale bien évidemment à quoi? Qui est égale au stock final de marchandises, moins le stock, pour redonner plus d'éléments. Donc, je vais ajouter ici j'ajouterai le solde initial de marchandises, le stock, et je retranche le stock final de marchandises. Ainsi, quand on ajoute le stock initial de marchandises, on a ce qu'on appelle le stock disponible à la revente. Bien évidemment, une partie de ce stock ne sera pas revendue, on ne doit pas la prendre en considération. Ici, bien évidemment, c'est grâce à l'inventaire, fin d'année, qu'on va savoir quelle est la partie des achats qu'on a revendus effectivement. Très bien. Maintenant, avant d'avancer, j'aimerais préciser un aspect très important, c'est que c'est concernant cette notion de marge. Bien évidemment, à quoi va servir la marge? Il va nous servir bien évidemment à calculer ce qu'on appelle la rentabilité commerciale ou parfois ce que certains auteurs appellent le taux de marge, très connu donc par le taux de T. Donc c'est quoi le taux de marge? C'est la marge brute divisée par les ventes de marchandises, bien évidemment, multiplié par ça. C'est un taux qui va nous permettre, bien évidemment, de comparer donc la rentabilité commerciale d'un projet. Donc, le taux de marge est parfois appelé rentabilité commerciale. Bien évidemment, marge brute sur les ventes de marge, comme on a déjà dit la dernière fois, on va le comparer par rapport à un objectif, par rapport donc à son évolution dans le temps, aussi par rapport donc à un concurrent, voire donc un standard ou un benchmark. C'est bon. Maintenant, j'aimerais bien revenir sur ce concept de marge, parce que pour le distinguer, s'il vous plaît, avec
le concept de résultat. Pourquoi, s'il vous plaît? Parce que la plupart des gens, s'il vous plaît, la plupart des économistes, donc, confondent la notion de marge avec la notion de résultat. Alors que, dans la réalité, il y a une grande différence entre les deux. C'est bon? Donc, or, pour comprendre, s'il vous plaît, cette notion de marge et de résultat, il faut revenir, s'il vous plaît, au concept de coût. Donc, je vais définir, s'il vous plaît, la notion de prix. Je vais définir la notion de coût pour, s'il vous plaît, dégager la notion de marge et la notion de résultat. Je peux vous lire dès maintenant la marge donc, est dans la plupart des cas plus grande que le résultat parce qu'on n'a pas encore retranché tous les éléments composant le coût. Donc ainsi, pour revenir à la notion de coût et de prix, donc le prix, s'il vous plaît, qui est un concept donc banal très utilisé, mais qui nécessite donc s'il vous plaît une petite définition pour ne pas le confondre avec la valeur. Parce que nous, on va dans ce cours utiliser le concept de valeur et on utilise le concept de prix. Donc c'est quoi le prix? Donc le prix, c'est tout d'abord, c'est l'expression monétaire d'une transaction. Cette transaction peut être une transaction amont, et dans ce cas, on parlera d'un prix d'achat. Ou aval, et dans ce cas, on parlera d'un prix de vente. Et donc déjà, pour parler de prix, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut bien évidemment un marché actif, c'est-à-dire une confrontation entre une offre et une demande. Donc la théorie économique nous montre que le prix donc, est déterminé dans un marché par une confrontation générale de l'offre et de la demande lorsqu'il s'agit d'un marché de concurrence pure et simple. Donc, il peut aussi être déterminé par le leader lorsque on est dans une concurrence, donc dans un marché oligopolistique. Il peut aussi être déterminé par une décision de l'État lorsque les prix sont réglementés. Très bien. Et donc, quel est, s'il vous plaît, le rôle d'un prix? C'est une variable qui permet l'ajustement de l'offre et de la demande. C'est bon? Donc, maintenant, c'est quoi la valeur? La valeur, contrairement au prix, c'est... La valeur, c'est quoi? C'est une opinion. C'est un avis. C'est une estimation. Bien évidemment, c'est la raison pour laquelle donc cette opinion, ou bien cet avis, cette estimation, doit pouvoir être justifiée, comme toute autre opinion. Donc, je vais vous dire quelle valeur vous attribuez à cet actif. Donc, vous allez me dire X dirhams, je vais vous dire pourquoi. C'est bon? Par exemple, pour déterminer la valeur d'une voiture, on va prendre en considération la marque, le kilométrage parcouru, donc son ancienneté, donc certains éléments. C'est bon? La période de vente, plusieurs éléments. Donc, maintenant, quelle est la relation entre ces deux éléments? Donc, évaluer un actif revient à fixer pour cet actif un max, c'est-à-dire un plafond, puis bien évidemment une valeur minimale, c'est-à-dire un plancher, autrement dit, une tranche au sein de laquelle va osciller le prix dans des conditions normales de marché. Qu'est-ce qu'on veut dire par des conditions normales de marché? C'est-à-dire, bien évidemment, entre parties bien informées, donc plancher, ici, entre parties bien informées, et en prenant en considération la liquidité des actifs évalués. C'est bon? Donc maintenant,
on a vu qu'est-ce qu'un prix, qu'est-ce qu'une valeur. On va voir maintenant qu'est-ce qu'un coût. Donc un coût, c'est tout simplement une somme de charges qu'on peut appliquer à un produit, à une commande, donc à un service ou à n'importe quel concept, à n'importe quelle chose désignée en tant que telle et pour laquelle le regroupement des charges et donc leur connaissance permet d'avoir un intérêt. Il s'agit ici de quel intérêt? Il s'agit d'un intérêt pour pour les gestionnaires, donc pour maîtriser le coût. Le contrôle de gestion dans une logique d'efficience a pour objectif donc d'optimiser les coûts, c'est-à-dire de les donc imputer donc négativement cette valeur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le contrôleur de gestion est appelé chez les Américains le cost killer. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le cost killer? Donc, c'est quelqu'un qui tue les coûts. Quels coûts? Ce sont les coûts inutiles. C'est bon? C'est un chasseur de coûts inutiles. Qu'est-ce qu'un coût, s'il vous plaît, inutile? C'est une charge qui est supportée par l'entreprise et qui n'améliore pas la satisfaction de sa clientèle. Est-ce que vous avez compris? Donc, on est, s'il vous plaît, ici, donc au fond de l'approche mercantique, qui considère que la valeur d'un produit, qui la détermine, c'est le client, c'est-à-dire l'utilisateur de ce produit. D'ailleurs, ça va donner lieu donc, à une méthodologie de gestion des coûts qui est très importante et qui s'appelle le target costing, à savoir les coûts cibles. C'est bon? Donc maintenant, qu'est-ce qu'un coût? On a dit que c'est un ensemble de charges, mais ces coûts peuvent être caractérisés par rapport à 3 éléments. Et c'est ça ce qui est très important. Donc, en tant qu'outil de gestion, donc on ne doit jamais oublier que dans une entreprise, on ne s'amusera jamais, quand on est efficient, à calculer des coûts. Parce que le calcul des coûts engendre des coûts. Et donc, on va toujours appliquer quelle logique? La logique de la rationalité, c'est-à-dire le coût et l'avantage. Qu'est-ce qu'on veut dire par le coût et l'avantage? Donc, je ne vais utiliser une technique de gestion que lorsque ces avantages donc escomptés sont supérieurs à son coût que je vais supporter. Autrement dit, je ne vais m'amuser à calculer un coût partiel ou intermédiaire par une méthode quelconque que lorsque son intérêt au niveau managérial donc dépasse le coût de sa mise en œuvre. C'est bon? Très bien. Donc ces coûts se caractérisent par rapport à 3 éléments. Quels sont ces éléments? Il faut tout d'abord définir le champ d'application. Par la suite, déterminer donc le contenu. Et troisièmement, déterminer le moment de calcul. Et donc, je vous rappelle que chaque coût est une combinaison linéaire de ces 3 éléments. C'est-à-dire, il a un champ d'application, il a un contenu, et il a un moment de calcul. Donc, pour répondre, s'il vous plaît, à ces critères, nous allons poser des questions. Quelle est la question qu'on va poser au début? Donc, champ d'application. Quels sont les coûts qu'on va calculer? Autrement dit, est-ce qu'on va calculer des coûts par produit? J'ai utilisé l'autre couleur. Est-ce qu'on va calculer des coûts par produit? Des coûts par commande? Des coûts par stade d'élaboration? Des coûts par région? Par canal de distribution? En fait, il s'agit de quoi?
le champ d'application, donc, qui est le premier élément à déterminer quand on veut calculer le coût, est la réponse aux impératifs de gestion que veulent poser les managers. Donc le manager va poser une question. Exemple, s'il veut déterminer le prix d'un produit, on va utiliser le coût, donc une nomenclature par produit. Une commande, puisque donc, il va utiliser par commande. Stade d'élaboration, donc c'est la réponse aux questions posées par les managers. Donc par la suite, le moment de calcul, on a deux moments de calcul. On a, s'il vous plaît, des coûts historiques et aussi des coûts préétablis. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut dire, s'il vous plaît, par un coût historique? Un coût historique est un coût qui est calculé après avoir effectué des opérations. Ce sont les coûts traditionnels qu'on calcule. Qu'est-ce qu'un coût préétabli? C'est un coût qu'on calcule avant, donc, de lancer cette opération. Autrement dit, le moment de calcul des coûts historiques vient après les opérations et, bien évidemment, le moment de calcul des coûts préétablis vient avant de lancer ces opérations. Dans l'approche budgétaire, dans le contrôle de gestion, on appelle reporting ou donc analyse par les écarts, le fait de rapprocher donc les coûts historiques, c'est-à-dire les réalisations, avec les prévisions pour pouvoir dégager les écarts et se focaliser sur les écarts significatifs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par le contenu du coût? Que contient ce coût? Donc ce coût peut contenir toutes les charges liées à un élément et on va l'appeler dans ce cas coût partiel, coût complet. Donc qu'est-ce qu'un coût complet? C'est un coût qui regroupe l'ensemble des charges liées à un aspect déterminé, c'est-à-dire un produit qu'on a utilisé. Sinon, ce coût peut utiliser uniquement, on peut parfois connaître uniquement une partie des charges, et remarquez dans ce cas, on va parler de coût partiel. Donc, coût partiel, ça veut dire quoi? On ne va retenir que certaines charges qui représentent donc un critère déterminé. Donc, les critères les plus utilisés, ce sont les charges fixes et les charges variables, puis les coûts indirects et les coûts directs. Donc, je dirais tout d'abord les coûts directs et les coûts indirects. Donc, ainsi, un coût peut être bien évidemment le coût d'un produit calculé de manière historique et dans lequel on retient tous les éléments. Bien évidemment, remarquez, ici dans les coûts partiels, je peux croiser les deux critères. Ce qui va me donner, s'il vous plaît, la matrice suivante. Donc, avec deux entrées donc, dans l'axe, dans les lignes, et des éléments sur les colonnes. Donc, je vais avoir ici les charges. Donc, disons les coûts variables et les coûts fixes. Et je vais avoir ici les charges directes et les charges indirectes. Et c'est ce croisement du critère de directibilité et de variabilité qui va nous permettre par la suite de déterminer ce qu'on appelle le direct costing évolué. Donc, un coût doit en principe supporter la totalité des charges qui lui sont directes et contribuer à la couverture de certaines charges indirectes. Très bien. Donc maintenant, si on a donc ces coûts, quel est l'objectif bien évidemment de ces coûts? C'est d'assurer les grandes fonctions d'entreprise. J'aimerais très bien, s'il vous plaît, préciser la différence entre un coût complet et les coûts vis-à-vis des stades d'élaboration. C'est bon? Donc remarquez. Je reviendrai sur la notion de coût complet et sur la notion de coût de revient. Donc, je vous rappelle qu'on a généralement deux process. On a le process des entreprises commerciales où on a deux grandes fonctions. Donc, on va calculer le coût d'achat et le coût de distribution, de commercialisation. Et si on totalise ces deux éléments, on aura le coût de revient.
Bon, d'ailleurs, c'est cet aspect qui nous intéresse ici, puisque dans la marge brute, on est en train de calculer un solde uniquement pour les activités commerciales. Dans les entreprises industrielles, bien évidemment, le processus est plus compliqué. On a tout d'abord le coût d'achat, auquel on va ajouter parfois le coût de fabrication, c'est-à-dire la main-d'œuvre et les machines, pour obtenir, si on totalise tous les deux, le coût de production, auquel si on ajoute le coût de revient, et je m'excuse, le coût de distribution, c'est-à-dire de commercialisation, donc on va obtenir bien évidemment ce coût de revient. Très bien. Maintenant, dans les deux cas, ici, qu'est-ce que j'ai? Coût d'achat, coût de distribution, coût d'achat, coût de fabrication, ce sont des coûts intermédiaires. Donc, qu'est-ce qu'un coût intermédiaire? Un coût intermédiaire est un coût qui est relatif à une ou deux phases du cycle d'exploitation. Ainsi, dans l'entreprise commerciale, j'ai combien de coûts intermédiaires? J'ai uniquement deux coûts, puisque je n'ai que deux phases. Le coût d'achat et le coût de distribution. Maintenant, ici, j'ai combien de coûts intermédiaires? Je peux avoir le coût d'achat, les matières et fournitures consommées, le coût de fabrication, sinon le coût de production, qui regroupe les deux, sinon le coût de distribution. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par le coût intermédiaire. C'est un coût qui est relatif à uniquement une ou deux phases. Maintenant, quand on totalise toutes les phases d'un cycle, on obtiendra le coût de revient. Donc, finalement, qu'est-ce qu'un coût de revient? C'est une somme de coûts intermédiaires. C'est bon? Alors que, qu'est-ce qu'un coût complet? C'est une somme de coûts partiels. Donc ici, remarquez, il y a un découpage, donc comme ça, bien évidemment, vertical. Si je veux raisonner ici ou ici, je peux faire par exemple coût variable, coût fixe. Coût variable d'achat, coût fixe d'achat. Je peux aussi croiser autrement et dire charge directe et charge indirecte. Charge directe de distribution, charge indirecte de distribution. Et avec le croisement de ces deux critères, je peux avoir, comme on a vu dans le tableau, 4 éléments. Très bien. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on peut avoir dans les entreprises commerciales et dans les entreprises industrielles, donc je peux faire aussi la charge variable et charge fixe, et la croisée directe et charge indirecte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, on a dans les entreprises industrielles et commerciales plusieurs coûts. Plusieurs coûts. Et que lorsqu'on veut les totaliser entièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut totaliser de manière remarquée 1, 2, 3, toutes les phases, c'est-à-dire un coût de revient, mais aussi toutes les parties, c'est-à-dire un coût complet. Très bien. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Si je totalise de manière remarquée, comme ça, horizontale, et de manière verticale, je vais obtenir un seul coût. Donc, comment on l'appelle? Les Anglais l'appellent le full cost. Et en français, on l'appelle, et donc les Français l'appellent le coût de revient complet. C'est-à-dire qu'il totalise tous les éléments. Donc, remarquez. Donc, bien évidemment, remarquez. Maintenant, une fois qu'on a compris le concept de coût,
on peut aller vers la distinction du résultat et de la marge. Remarquez, un résultat, c'est quoi? Un résultat, c'est la différence entre le prix de vente d'un élément et son coût de revient complet. Ça veut dire quoi son coût de revient complet? C'est-à-dire un coût qu'on a calculé en totalisant. Remarquez, je vais rester maintenant uniquement dans l'activité commerciale, c'est-à-dire un coût qui regroupe quoi? Qui regroupe les deux phases, coût d'achat, coût de distribution. Donc, il regroupe comme ça, c'est le coût de revient. Et comme ça, variable et fixe, ça veut dire le coût complet. Or, si vous l'avez bien remarqué, quand je totalise la totalité des charges de manière horizontale et verticale, j'ai un seul coût. Autrement dit, pour un élément déterminé, il ne peut y avoir qu'un seul coût de revient complet. C'est la totalité des charges, quelle que soit leur nature, engagées pendant toutes les phases du cycle d'exploitation. Et puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul coût, donc je vais passer de l'autre côté, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul coût de revient complet, il n'y a qu'un seul résultat. C'est bon? Donc ici, je dirais coût complet. Remarquez, quand je veux calculer un coût de revient complet, le résultat, on ne le définit pas. Pourquoi? Parce que par définition, on n'a qu'un seul résultat. Donc, par contre, pour la marge c'est quoi? La marge, c'est la différence entre un prix de vente toujours, mais un coût qui est soit intermédiaire ou partiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne retranche qu'une partie des charges. Les coûts intermédiaires, c'est-à-dire que les charges relatives à une ou deux phases du cycle, à une phase surtout du cycle, et ou bien qu'une partie des charges. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cela veut dire que ici, puisqu'on a plusieurs coûts intermédiaires et partiels, donc quel est le problème ici? On a donc plusieurs marges. Récapitulons. Ici, on n'a qu'un coût de revient complet, donc on n'a qu'un seul résultat. On n'a pas besoin de le définir. Par contre, ici, quand on veut calculer une marge, on peut utiliser des coûts intermédiaires ou des coûts partiels. Quelle est donc la confusion qu'on peut créer? Donc, on ne sait pas de quelle marge on est en train de parler. Raison pour laquelle, pour désigner la marge, je dois toujours utiliser le nom du coût qui a servi de base à son calcul. Ainsi, je peux parler d'une marge sur le coût d'achat dans l'entreprise commerciale. Dans l'entreprise industrielle, je peux parler d'une marge sur le coût d'achat ou d'une marge sur le coût de que je veux calculer. Entreprise industrielle, si je vends à usine, je ne vais pas calculer le coût de distribution. Donc, je ne vais calculer le coût de production. Donc, pourquoi ici, on parle de marge? Dans le tableau de formation de résultats, on a utilisé le concept. On a couplé